Bienvenue dans ton immersion dans le monde de l'ordinateur. Tu t'es déjà demandé de quoi est composé un ordinateur? Ou peut-être que tu ne te l'as jamais demandé, mais ça te fait réfléchir à l'instant. Il y a quoi là-dedans? Eh bien, après cette immersion vulgarisée, tu auras une base pour comprendre comment est construit un ordinateur. Mais inquiète-toi pas, je vais faire tout mon possible pour que même le moins techno des humains comprenne le principe. Bien sûr, on parle ici d'une construction de tour PC, sachant que les Mac ou Hackintosh, comme on les appelle, n'offrent pas la légalité de construction. Restons avec PC qui, de toute façon, nous offre un produit beaucoup plus abordable avec une puissance supérieure du côté de la tour sur mesure. Alors, dans cette introduction, on va voir d'abord la base. On a besoin de quoi? On a besoin des morceaux suivants. Un boîtier dans lequel insérer tous les éléments nécessaires, un bloc d'alimentation, Power Supply Unit en anglais et habituellement abrégé PSU. Je vais donner les abréviations utilisées pour faciliter tes recherches sur le web parce que oui, la loi 101 est importante, mais c'est malheureusement plus compliqué de trouver des réponses en écrivant bloc d'alimentation que PSU. Ensuite, on a besoin d'une carte mère ou motherboard sur laquelle on va brancher tous nos composants, dont le processeur, habituellement appelé CPU pour Central Processing Unit, la carte graphique, aussi appelée GPU, Graphic Processing Unit, la mémoire vive ou communément appelée RAM pour Random Access Memory, un ou des disques durs selon les besoins, soit HDD ou SSD pour Hard Disk Drive puis Solid State Drive, et pour terminer, ça prend des ventilateurs pour aérer la chaleur que tous ces composants vont générer. À ce moment précis, tu te demandes peut-être pourquoi se casser la tête à construire un ordinateur au lieu de l'acheter déjà tout fait en magasin. Eh bien, parce que certains métiers, comme les métiers de création 3D, d'architecte, de joueurs de jeux vidéo ou même pour les gens qui minent de la crypto-monnaie, c'est nécessaire d'avoir un ordinateur plus puissant ou plus spécifique à leurs besoins. Aussi, ça revient moins cher pour la qualité et l'efficacité. Les garanties de chaque pièce sont plus longues que celles données sur l'ordinateur global en magasin grande surface. Ça permet de comprendre le fonctionnement de notre machine et aussi d'éventuellement la réparer par nous-mêmes à un moindre prix pour le portefeuille et pour la planète. Parce que c'est important d'apprendre à réparer ce qui brise et garder ce qui fonctionne encore, au lieu d'acheter un autre ordi complètement. En fait, il y a juste des bonnes raisons de construire son ordinateur, même simplement pour garder son cerveau un peu vivant. Pour la construction de ce casse-tête d'en moyenne 10 morceaux, il y a bien sûr un schéma à respecter. Chaque élément ici est un morceau et il suffit de les assembler pour utiliser notre produit final. Pour te déstresser, vois ça un peu comme un jeu de construction Kinect. Mais attention, on ne peut malheureusement pas prendre n'importe quel morceau qui se ressemble ou qui ont l'air d'aller ensemble. Les composants qui se connectent ensemble doivent être compatibles selon leurs spécificités physiques, mais aussi techniques. Ça demande alors un peu plus de recherche que la Kinect. Suis-moi, ça va prendre tout son sens et surtout, lentement mais sûrement, décourage-toi pas. C'est pas grave si tu comprends pas tout de suite. Laisse-toi du temps, c'est plus que normal. Pour la suite des capsules, c'est important de comprendre d'abord les spécifications ou les specs, comme on les appelle couramment. C'est quoi ça? C'est les détails de chaque morceau, la puissance, la capacité, les fonctionnalités dépendant de leur fonction fondamentale. Par exemple, le plus facile selon moi, le bloc d'alimentation, le PSU. Sa fonctionnalité, c'est de donner du courant à l'ordinateur et par le fait même aux composants. Parmi tous les modèles qu'on peut acheter, plusieurs éléments forment et changent son identité. C'est ça les specs. La forme peut varier, certains vont donner plus de watts que d'autres, certains sont modulaires, semi-modulaires ou full modulaires. Le type de fan incorporé dedans varie et les PSU ont aussi un rang, donc plus, bronze, silver, gold, platinum, titanium. Voilà quelques différentes spécifications de ce morceau. Ça peut paraître beaucoup à apprendre quand on se dit que chaque morceau a ses propres composants internes et spécificités, mais une fois qu'on comprend leur utilité, tout se place. C'est comme avoir 8 petits soldats avec des qualités différentes qui exécutent chacun leur tâche pour faire fonctionner un tout. Sachant que chaque tâche peut aussi être exécutée par un frère soldat qui a des qualités, des specs, si tu m'as suivi, meilleurs à certains égards et moins à d'autres. Voyons un survol de chacun des autres composants maintenant. La carte mère, c'est la pièce centrale de l'ordinateur. C'est sur elle qu'on va connecter les composants. Elle va permettre une communication entre tous les morceaux de notre casse-tête. Mais c'est pas nécessairement celle qu'on va choisir en premier.
Ça dépend de nos besoins. Avec le CPU, le processeur, ils vont se charger de gérer l'action, les activités. Tu peux voir le CPU comme le cerveau, puis la carte mère comme étant le corps auquel se rattachent tous les membres. Pour ces deux morceaux, on doit d'abord choisir parmi les deux principales compagnies qui fournissent les cartes mères et les processeurs, soit Intel et AMD. Donc dès le départ, les deux morceaux carte mère et processeur doivent être du même fournisseur pour qu'ils soient compatibles. Carte mère AMD, processeur AMD, carte mère Intel, processeur Intel. Yo, facile l'autre, tu vas me dire. Attends, ça se corse un peu. Même si c'est le même fournisseur, il faut tout de même vérifier que les deux soient compatibles selon leur génération et leur type de connecteur. En gros, selon leurs specs. Le refroidisseur, c'est un essentiel composant pour le CPU. Le refroidisseur ou CPU cooler va permettre un équilibre de la chaleur générée par le CPU. Comme mentionné plus haut, le CPU, c'est comme le cerveau de notre assemblage. Les informations seront traitées en tout temps par lui. Donc, à force de travailler, sa chaleur va prendre de plus en plus d'ampleur et c'est nécessaire de le refroidir pour éviter une surchauffe. Plus la température du CPU est contrôlée, meilleure va être sa durée de vie et sa performance. Les refroidisseurs ont plusieurs formes et plusieurs puissances. Bien évidemment, meilleur rendement égale plus cher pour le portefeuille. Le principe de base, c'est de faire voyager la chaleur sur la plus grande surface possible et de la dissiper. La mémoire vive n'a rien à voir avec la mémoire des disques durs. Plus communément appelée RAM pour Random Access Memory, c'est le jus de l'action. C'est un des composants vraiment importants pour la performance, la rapidité de l'ordinateur. Ça permet au système et aux applications d'accéder à l'information dont ils ont besoin sur un court terme. Naviguer sur le web, lancer des applications, cliquer sur des options puis avoir un bon temps de réaction. Exemple, tu ouvres un projet ou un document, l'application utilisée et le fichier vont être activés. Le document se trouve sur le disque dur, qui lui est l'entreposage des données sur le long terme. Le projet ou le document va toujours se trouver sur ton disque dur. Par contre, à l'ouverture et à l'enclenchement de l'action, l'information qui se trouve sur le disque dur à long terme va être transférée à la RAM et envoyée au CPU. Ça va permettre une navigation et une exécution plus rapide dans ton projet ou dans ton document. En résumé, les applications l'utilisent comme mémoire temporaire. C'est la mémoire à court terme de l'ordinateur. Mais aucun fichier peut être sauvegardé ou entreposé sur de la RAM. La RAM sert qu'à l'exécution de l'action de tes cliquetis partout. Lorsque l'ordinateur est redémarré, la RAM est nettoyée automatiquement et les fichiers sont, comme toujours, à leur endroit habituel sur la mémoire à long terme, avec les modifications apportées lors de ta sauvegarde, bien sûr. La carte graphique, comme son nom l'indique, s'occupe de tout ce qui est graphique, visuel, images, vidéo. Donc, logiquement, c'est dans ce morceau-là qu'on va brancher nos écrans. Comme vous pouvez voir, certaines cartes mères ont aussi un port d'affichage permettant d'y connecter un ou même des fois plusieurs moniteurs. Certains ordi n'ont pas de GPU. Dans ces cas-là, c'est la RAM qui s'occupe des calculs graphiques, mais ça diminue ses performances. La carte graphique n'est donc pas essentielle au fonctionnement d'un ordinateur de base. C'est certain que l'écran peut s'afficher, mais la performance serait clairement inférieure et même incapable d'utiliser les outils et applications de certains métiers ou loisirs. La carte graphique offre de la puissance pour ceux qui en ont besoin. C'est sûr que si tu es comptable et que tu fais du Excel toute la journée, la carte graphique, c'est pas nécessairement ta plus grande préoccupation, mais c'est tout de même rendu un standard d'en avoir une, même une pas très performante, juste pour dire que l'énergie graphique gruge pas sur la RAM. En jeu vidéo, la carte graphique, c'est un prérequis pour pouvoir jouer à la majorité des jeux, voire presque à tous les jeux. Une bonne carte va permettre une meilleure qualité d'image, un plus haut FPS et même un beau ray tracing pour les cartes dans lesquelles c'est inclus. La VRAM va servir à envoyer de l'information et les instructions des programmes et des applications par le CPU. Donc, pour avoir un meilleur FPS, ça joue sur le GPU, mais à la fois sur la RAM et le CPU. Le disque dur, c'est l'entrepôt à long terme de ton ordinateur. C'est aussi un élément très facile à comprendre. Il y a des HDD, des Hard Disk Drive, puis des SSD, des Solid State Drive. Le SSD est arrivé après le disque dur. Il est plus cher, mais il est vraiment plus performant. Dépendant des différents connecteurs et de son interface, il peut offrir plus de 10 fois la vitesse de lecture et plus de 20 fois pour la vitesse d'écriture. Même qu'au moment où tu écoutes ça, ça a sûrement encore doublé. La lecture, c'est de visionner des éléments, démarrer des applications sur le disque et utiliser ce qui s'y trouve.
Et l'écriture, c'est du transférer des éléments, sauvegarder des fichiers et tout. Quand on travaille sur un projet, il va à la fois écrire et lire sur le disque. Et aussi utiliser la RAM pour les données à court terme, comme on a vu plus tôt. Les disques et les drives vont servir à entreposer les documents, les projets, les photos et les garder en tout temps jusqu'à ce qu'ils soient mis à la corbeille ou simplement changés de disque par son propriétaire, donc toi. Et c'est eux aussi qui donneront la traditionnelle information, pas assez d'espace. Les deux derniers systèmes à choisir sont le boîtier et les ventilateurs. Le boîtier, c'est l'étape la plus excitante pour tellement de gens. Pouvoir décider de l'apparence de son ordinateur parmi tant de choix, aïe aïe aïe! Premièrement, le boîtier doit être compatible avec la carte mère. Voyons voir, ATX micro, ATX micro. Les choix que vous pouvez avoir sont Full Tower, Mid Tower, Macro, Micro, Mini. Encore ici, on fait juste associer les pommes avec les pommes. C'est pour cette raison qu'on choisit notre boîtier après la carte mère. Habituellement, si on construit notre ordinateur, c'est qu'on priorise les composants avant l'esthétique. Inquiète-toi pas, tu vas trouver un boîtier à ta carte mère. Il faut juste pas négliger les autres composants et vérifier la longueur de la carte graphique, la hauteur du refroidisseur d'air du CPU et la taille du radiateur de refroidissement liquide si tu comptes en avoir un, pour être certain de ne pas avoir de surprise à l'assemblage, parce que ça peut être trop gros. Les ventilateurs, eux, seront ensuite choisis selon la grandeur du boîtier. Encore par association très simple. Si le boîtier indique 120 mm pour les ventilateurs, il faut acheter des ventilateurs de 120 mm, et ainsi de suite. Plus il y a de ventilation, plus l'ordinateur va être aéré. Par contre, il y a des éléments à considérer comme la pression interne du boîtier de l'ordinateur. Si possible, il faut avoir une pression neutre pour éviter l'entrée de la poussière et favoriser une bonne évacuation de la chaleur. Les ventilateurs sont très importants dans un boîtier. La chaleur créée par certains composants peut être dommageable pour eux-mêmes et même pour les éléments voisins. Voilà, c'était une immersion dans le monde de l'ordinateur créé spécialement pour toi. Si construire ton ordinateur t'intéresse, probablement que d'autres vidéos plus spécifiques sortiront pour détailler chacun des composants vus aujourd'hui. Sinon, il y a des milliers de vidéos YouTube qui sont aussi à ta portée afin de t'aider dans ton processus. Sache que si tu te lances dans ce projet-là, fais attention de ne pas te fier qu'à une source, mais visionne plusieurs sources avant de te faire ta propre idée sur la performance, l'utilité, le rapport qualité-prix des produits offerts pour ta construction. Puis prends le temps de réfléchir à ton budget, tes besoins du présent, mais aussi ceux du futur. Surtout, sache que la nouveauté de l'heure, c'est pas toujours ce qui est le meilleur. Il faut bien lire les détails de performance de chaque composant pour contrer le marketing trompeur. Tu peux avoir un produit de performance identique ou presque, d'une ou deux générations plus vieilles, pour des centaines de dollars moins cher. Prends ton temps, tu peux sauver beaucoup d'argent en analysant. Pour ceux qui avaient aucune idée qu'on pouvait construire son ordinateur comme ça, j'espère vous avoir bien bourré le crâne et allumé quelques cellules étincelantes dans votre cerveau. Et souvenez-vous, lentement mais sûrement, développer son cerveau et ses aptitudes, c'est le processus d'une vie. À la prochaine!